Docteur, d'abord, comme tous mes collègues, toute notre admiration pour ce que vous faites. À la fois, quand j'entends dire que 87 000 personnes, femmes, sont passées dans votre hôpital, et à la fois, quand je vois votre discrétion, je pense qu'on se sent bien modeste. On se sent, j'allais dire, petit par rapport à vous. Je voudrais répondre sur 3 points. Évaluation de l'accord, parce que vous-même, comme d'autres de mes collègues, l'ont demandé. Et ensuite, incohérence. Je le dis à mes collègues, l'accord, il est évalué. Il faut arrêter de demander ça. Je siège aussi à la commission commerce international, puisque cet accord relève de cela. Il y a eu une réunion spéciale et où enfin, je ne sais plus si c'était la commission ou le service extérieur ont été enfin honnêtes, ils ont été clairs, traçabilité nulle. Est-ce que l'application est appliquée? Est-ce que l'accord est appliqué? Non. Voilà. Donc il faut arrêter, excusez-moi, de se polariser sur cet accord, je le dis à mes collègues en toute amitié, parce que cet accord, en réalité, c'est une sorte de totem où on s'est presque fait prendre, nous aussi, au jeu. Mais cet accord, il ne sert à rien, il n'est pas appliqué, il sert un peu, en réalité, à emballer une sorte de bon sentiment. On a des matières rares assurées et en même temps, on respecte une traçabilité. Enfin, les services, après nous avoir menti pendant des mois, l'ont dit, traçabilité nulle. Donc, il est évalué, il ne marche pas. Ensuite, vous avez dit qu'il y a un déficit de cohérence, y compris au niveau de cet accord. Parce que comme il ne marche pas et comme en plus il est scandaleux, logiquement, il faudrait le dénoncer. Alors là, on nous dit, les mêmes qui nous ont enfin expliqué qu'il n'y avait aucune traçabilité, nous ont dit non, il faut le garder parce qu'au moins ça nous fait un lien avec le Rwanda pour discuter. J'avoue que je ne comprends pas tellement, surtout quand dans le même temps, les mêmes nous expliquent que pour un accord sur le bois avec le Cameroun qui n'est pas appliqué, etc., là, il faut le dénoncer. Décidément, il y a une logique à la fois incohérente, mais à double standard, y compris en Afrique. Et donc, aujourd'hui, oui, il y a un déficit de cohérence, parce qu'on a des grands principes, comme tous mes collègues l'ont dit, qu'on n'applique pas. Je me réjouis qu'on ait voté à la quasi-unanimité, je crois, la résolution en février, mais ça fait déjà 3 mois, et il n'y a rien à changer. Je me souviens que pour l'Ukraine, on en est à la 17e ou 18e vague. On a eu un grand moment, j'allais dire, d'unanimité, et puis, à part quelques-uns d'entre nous, on est passé à autre chose. Voilà. Et ce qu'il faut, je dis à part quelques-uns d'entre nous, dont vous-même, Madame la Présidente, ou d'autres personnes qui se sont exprimées avant. Mais ce n'est pas la préoccupation importante, comme par exemple l'Ukraine de ce Parlement. Et pourtant, c'est une guerre qui certainement fait bien plus de victimes depuis des années dans, j'allais dire, l'indifférence générale. Alors oui, il faut qu'il y ait une cohérence de l'Europe. Je rappelle quand même qu'on a ralenti le Luxembourg, les sanctions pendant 1 mois. Ce qui est quand même un peu bizarre. Bon, j'oserais pas dire que c'est parce que le Luxembourg a peut-être un accord de plateforme financière avec le Rwanda, mais ce qui est sûr, et j'arrêterai là, c'est que je ne sais pas si c'est la rente mémorielle dont bénéficie M. Kagame. Chacun est conscient du drame qu'a connu le Rwanda. Mais le drame qu'il a connu il y a des années ne l'exhorte pas de responsabilité ou désormais de devoir rendre des comptes pour le drame qu'il engendre aujourd'hui. Et je pense que l'Union européenne, qui a peut-être un sens de culpabilité, à mon avis injuste, doit désormais être ferme vis-à-vis du Rwanda, qui est l'un des principaux artisans des massacres que vous dénoncez, d'un pays qui aujourd'hui est certainement en Afrique, et même peut-être dans le monde, où sur ces 30 dernières années, il y a eu le plus de victimes. Du commandant des opérations militaires, le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni a pacifié et consolidé la paix en Ituri et sans faille en cette période de l'état de siège. À l'instar de la zone minière de Mungwalu et ses environs, aujourd'hui, c'est le tour du village Are, situé à environ 8 km de Fataki Centre, dans le secteur de Walendu-Djati en territoire de Djougou. Ici, les activités socio-économiques, scolaires, ecclésiastiques et autres ont repris dans un climat de paix. Le chef du secteur de Walendu-Djati, qui a effectué une descente sur place dimanche dernier, s'en réjouit. Surtout les contrées qui ont été touchées par des rebondissements de conflits, tels que la contrée Ar. Ce dimanche, nous avons été obligés de nous rendre jusqu'à Ar dans le but de connaître l'état des lieux. Est-ce que le mouvement retour est effectif après notre passage? Et nous trouvons effectivement le mouvement retour a commencé. Mais moment à Fataki, nous avons constaté automatiquement le mouvement retour. Ça fait également notre joie. Cette autorité de base plaide pour le renforcement des effectifs militaires en vue de consolider la paix qui s'observe actuellement dans les territoires des Tchoukou et faciliter le retour volontaire des populations dans leurs milieux respectifs. Que les humanitaires aient le regard vraiment urgent
voilà, dans ces contrées que nous venons de citer, Ar, Fataki, Mbasiba, Masikini, Doudou, la population est dans la même condition de vie qui est très déplorable et vraiment nécessite assistance d'urgence. Nous encourageons même le service de sécurité qui doit toujours être vraiment permanent et régulier pour stabiliser surtout la bonne condition de vie, surtout cohabitation et la stabilité de la paix dans tous ces contrées-là. Entre-temps, les forces armées mènent des opérations militaires avec professionnalisme à Nyamamba et Jou, au bord du lac Albert, contre la CRP de Thomas Lubanga. Plusieurs miliciens ont été neutralisés, d'autres capturés et des armes de guerre récupérées. En ce moment, la situation demeure sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Et beaucoup d'autres activités s'y effectuent sans aucune entrave. Ce qui était un rêve est devenu une réalité dans la capitale de l'Ituri. De la sécurité et développement, grâce à la mise en œuvre du projet pour la modernisation de sa voirie. En plus de 50 km de sa voirie déjà asphaltée s'y ajoute l'installation de l'éclairage public. Comme vous pouvez le voir sur ces images, désormais cette ville de la partie nord-est de la RDC souhaitait des sièges, brille la nuit et un air de sérénité sécuritaire y souffle comme jamais auparavant. Nous félicitons le gouverneur Luboya. Nous nous réjouissons de ces actions de développement qu'il mène. Nous avons connu des autorités, mais aucune n'avait songé à faire ceci, qu'il demeure. Nous disons merci aux autorités pour l'éclairage public. Je n'ai pas d'heure fixe où je finis. Parfois c'est 1 heure, voire 2 heures. Tout ça, c'est grâce à l'éclairage public. Le conducteur des engins roulants circule en toute quiétude, en admirant l'ouvrage et ne manque pas de couvrir d'éloges l'initiateur du projet. Nous avons quitté de l'obscurité à la lumière. Voilà les traces de chef de l'État visibles dans tout l'Ituri. L'élan de développement qui ne cesse de prendre cette capitale sous l'air Luboya Kashamadjouni mérite un accompagnement inconditionnel de sa population. C'est ce que pense l'honorable dignitaire d'État, Lokuni Tcheri de l'ISP Bunia. Les panneaux, ça doit être protégé. Parce que nous avons ces panneaux solaires qui sont mis sur des mâts métalliques. On doit les protéger pour que ça ne soit pas détruit. Parce que si on ne les détruit pas, cela montre que la population a un niveau d'éducation, cela montre qu'on est responsable, cela montre qu'on est des bons citoyens. Et c'est ça ce qu'on doit témoigner. Les boulevards Hoho, Lengabo, Route Sayo, ISP Bunia, Kanyasik Bondaï et Avenue de l'École constituent la phase pilote de cette opération d'implantation de lampadaires solaires exécutée par l'Office de voirie et drainage OVD qui vise un double objectif, l'embellissement de la ville et la lutte contre l'insécurité. Le projet des lampadaires solaires accompagne les projets de modernisation de la voirie. Donc partout là où Mogabaon est en train de travailler, donc Mogabaon, après avoir exécuté la voirie, Mogabaon va continuer à placer les lampadaires solaires. Je demanderai à la population de Bunia, et en particulier et de l'Ituri en général, de prendre vraiment à bras ouverts ces projets-là, de protéger ces lampadaires, parce que ça contribue beaucoup à la sécurisation de notre ville. Et ça permet à nos frères de la sécurité, à faire leur patrouille, à bien nous sécuriser. Aujourd'hui, Bunia vit une nouvelle page de son histoire. Les violences et conflits armés ont cédé place à la paix et au développement dans cette agglomération, grâce à un leadership fort à la tête de la province, ainsi que la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est de faire de l'Ituri une province pacifiée et émergente. Au poste d'inspecteur général des finances, chef de service, et d'inspecteur général des finances, chef des services adjoints, attendu qu'il s'y de pallier cette vacance pour permettre un fonctionnement optimal et régulier de l'inspection générale des finances au regard d'importantes attentes placées dans le travail de cet organe supérieur de contrôle et d'audit des finances et des biens publics, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er, est nommé inspecteur général des finances, chef de service de l'inspection générale des finances, SIGEF, messieurs Bitassimois Bailly Christophe, matricule 450-208.
Article 2 est nommé inspecteur général des finances, chef des services adjoints de l'inspection générale des finances, messieurs Chibingu Nsenga Emmanuel, matricule 450-247. Article 3,